À l'époque, j'ai fait un bac scientifique qui s'appelait le bac C. Donc, essentiellement, les matières principales, c'était les mathématiques et la physique, hein, comme on peut le faire actuellement aussi. Ensuite, je suis allé dans une école préparatoire, aux grandes écoles, à Lyon, au lycée du Parc. Et puis, après ça, j'ai intégré une école d'ingénieur à Grenoble, dans le groupe INP. Une école d'ingénieur en hydraulique, alors qui existe toujours, mais sous un autre nom, qui s'appelle maintenant NCCube. Et puis, dans cette école, à l'issue de cette école, j'ai eu la possibilité de préparer une thèse. Et comme à ce moment-là, le métier le domaine de la recherche m'intéressait, je me suis engagé dans cette voie. Voilà essentiellement mon parcours pendant mes études. Dans mon domaine, en fait, je suis dans un laboratoire de géologie, mais c'est très vaste. Ça regroupe beaucoup d'activités différentes, des paléontologues jusqu'aux géologues de terrain, et puis aussi des géophysiciens comme moi, qui s'intéressent au fonctionnement global des planètes, la Terre en particulier, mais aussi d'autres planètes. Qu'est-ce qui anime les mouvements de cette planète? D'où leur vient toute cette énergie? Essentiellement, tout ça, c'est l'histoire du système solaire et des planètes qui ont été créées il y a 4 milliards et demi d'années, qui étaient initialement très chaudes, puisque l'accrétion de la matière, l'énergie gravitationnelle s'est transformée en chaleur. Donc ces planètes sont très chaudes et depuis leur histoire, c'est une histoire de refroidissement. Elles sont refroidies parce qu'elles perdent de la chaleur en rayonnant vers l'espace. Donc quand on refroidit un système par le haut, comme pour les planètes, eh bien, on obtient de la convection en général dans ces planètes. C'est pour ça que le manteau bouge, convecte. La manifestation de ça, c'est la tectonique des plaques en surface. Et puis à l'intérieur aussi, le noyau de la Terre convecte également. Et une manifestation essentielle, c'est que cette convection est à l'origine du champ magnétique terrestre. Donc c'est ce genre de choses que j'étudie, comment les planètes convectent, comment elles peuvent engendrer un champ magnétique. Et puis voilà, essayer d'avoir des idées sur la structure interne de ces planètes. On a des images qui nous viennent de la sismologie, par exemple, mais ces images sont assez floues et on essaie de percer le mystère en fait de la structure interne des planètes en même temps que la façon dont elles sont en mouvement et dont elles évoluent au cours de leur existence. Voilà, c'est essentiellement ça. Alors, la Terre, évidemment, on a beaucoup plus d'informations sur la Terre, mais on essaie aussi de comprendre comment évoluent les autres planètes du système solaire et éventuellement maintenant des exoplanètes autour d'autres étoiles. Ça n'a pas été très direct, on va dire, puisque donc j'étais dans une école d'ingénieurs, donc plutôt dans une voie d'ingénierie, et ma thèse initialement d'ailleurs était dans un domaine d'ingénierie. C'était essentiellement de l'élaboration des matériaux, par exemple la coulée des aciers. Donc il y a de la mécanique des fluides là-dedans, c'était naturel puisque j'étais dans une école de mécanique des fluides. Mais il y avait aussi des champs magnétiques, parce qu'avec les champs magnétiques, on essaie de contrôler les écoulements de ces aciers ou d'autres matériaux en vue d'une élaboration de matériaux de meilleure qualité. Donc tout ça, c'est de l'ingénierie. J'ai travaillé dans ce domaine pendant un certain temps en recherche. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui s'intéressaient au noyau de la Terre et à la création du champ magnétique par ce noyau. Et finalement, c'est un peu ce sont les mêmes équations, les mêmes phénomènes, mais à une autre échelle. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué vers la géophysique en candidatant dans un laboratoire orienté vers ce domaine de la géophysique. Donc, ça n'a pas été direct, c'est venu par le fait que les sujets étaient proches et par analogie, j'ai pu comme ça changer de domaine, on va dire. Oui, il y a beaucoup de possibilités. Euh, En général, c'est vrai d'ailleurs en France, c'est vrai dans la plupart des pays, il y a quand même une grande liberté des chercheurs sur leur sujet de recherche. Euh, bon, je pense que c'est aussi une question d'efficacité. Si les gens sont intéressés pour travailler sur un domaine différent, ils sont plus motivés pour travailler sur ce domaine, ils vont être plus efficaces. Donc, on a quand même intérêt à les laisser travailler dans ce domaine. Donc,
ça fait qu'il y a parfois des bifurcations comme ça. Ça peut se produire assez souvent, ou du moins c'est facile. On n'a pas d'obstacle à changer de domaine comme ça. Oui, oui bon, je pourrais dire qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a des activités qui peuvent être très différentes. Donc parfois, il y a des activités qui sont vraiment avec une feuille de papier, un crayon, on écrit des équations, on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se passer de façon théorique. Bien sûr, on s'appuie sur beaucoup de travaux qui sont publiés, la bibliographie, on échange aussi avec des collègues là-dessus. Donc, c'est pas forcément un travail solitaire, ça peut être aussi un travail à plusieurs sur un tableau, ça arrive aussi. Et puis après, il y a d'autres activités qu'on fait régulièrement aussi, qui sont par exemple du calcul numérique. À ce moment-là, il faut prendre ces équations, les rentrer dans un code numérique, essayer de voir ce qu'elles donnent. Donc c'est une activité différente. Il y a aussi un autre type d'activité qui sont des expériences analogiques. Donc on peut faire des expériences avec des fluides. Voilà, on fait convecter, bouger de l'eau ou un métal liquide, ou on impose un champ magnétique. Enfin, on essaie de voir des phénomènes dont pour certains, on aurait du mal à les simuler numériquement. D'ailleurs, c'est impossible. Il faudrait trop de temps de calcul. On ne peut pas le faire. Ah, Différentes. ouais, vous arrête, il y avait un problème de son. Est-ce que vous pouvez redire ce Ah, que vous voulez dire, s'il vous plaît? ok. Euh, à partir de toute la journée type ou Non, 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 un peu, juste vos dernières phrases, parce que Ah, ok. Oui, donc les activités peuvent être très différentes, peuvent être du calcul numérique, donc qui est sur ordinateur et qui consiste à, indiquer dans un programme numérique comment résoudre les équations théoriques qu'on a écrites sur un papier, qui permettent de calculer le champ de vitesse de la convection ou un champ magnétique qui peut être engendré par cette convection. Mais on a aussi des activités parfois qui consistent à faire des expériences analogiques où on prend un vrai fluide, de l'eau qu'on met en convection en chauffant par exemple par en dessous ou en refroidissant par en dessus comme une planète. Et on mesure dans cet écoulement quelles sont les caractéristiques de cet écoulement qui permettent d'expliquer des phénomènes soit qu'on a vu dans des calculs numériques, soit qu'on s'attend à voir dans des phénomènes réels sur des planètes. Et donc l'activité au jour le jour est très différente, puisque dans un cas, il s'agit de montages expérimentaux. Voilà, donc on peut avoir une clé à molette, on peut visser des vis, faire des choses de ce type qui peuvent être très variées. Et puis on travaille avec des gens, donc je disais, des collègues avec lesquels on peut discuter ou travailler sur une expérience, et aussi encadrer des doctorants qui préparent leur thèse. Euh, et puis aussi, on est quand même toujours très liés. Soit on est enseignant-chercheur, alors dans mon cas, je suis chercheur au CNRS, mais j'ai quand même une activité d'enseignement. Donc on a pratiquement tous les chercheurs ont une activité d'enseignement également, qui est aussi quelque chose de très différent. Donc la journée type est très variée. Bah, aux élèves en général, je dirais que c'est un domaine qui est attractif pour certains, pour beaucoup de gens. Et donc, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à y aller parce que tout le monde peut apporter quelque chose et tout le monde peut s'épanouir dans ce genre de métier. Euh, ce que je n'ai pas dit, peut-être sur une question précédente, c'est d'où vient cette envie. Souvent, ça vient quand même des professeurs je me souviens de certains professeurs en seconde, par exemple, qui m'avaient appris des éléments de la physique. Et là, je m'étais dit, waouh, c'est quand même super, c'est quand même super qu'on réussisse à comprendre ce genre de choses. Donc, voilà, il y a parfois des choses qui apparaissent, et c'est souvent quand même grâce à certains professeurs. Euh, Ensuite, je pense qu'il faut conserver cet intérêt si on veut se diriger vers cette voie. Et à ce moment-là, on peut s'épanouir dans beaucoup d'activités. Euh,
pour ce qui est des filles en particulier, je dirais qu'on peut avoir un problème dans certains domaines où on a peu de filles. Euh, alors, c'est difficile de savoir pourquoi. Sans doute que le domaine n'est pas assez attractif pour je ne sais quelle raison. Et c'est notre boulot d'essayer de le rendre attractif. D'abord parce que tout le monde doit pouvoir s'épanouir dans tous les domaines, et aussi parce que, du point de vue de la recherche, c'est dommage de se priver de la moitié de l'humanité, alors que cette moitié pourrait aussi apporter dans des idées et des réflexions, des résultats qu'on n'aurait pas autrement. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on a intérêt à ouvrir le plus possible et à faire en sorte, encore une fois, que ces métiers soient attractifs pour les femmes autant que pour les hommes. Mais je pense qu'elles ont tout à fait leur place dans la recherche, bien évidemment. Bon, pas spécialement. Enfin, si je pourrais dire que euh, quelles, souvent on me demande quelles sont les qualités principales pour être chercheur. Alors, il y en a quand même, enfin, la principale, je pense que c'est quand même la curiosité. C'est-à-dire que si on est curieux et qu'on veut vraiment comprendre quelque chose, c'est quand même le moteur essentiel. Bien sûr, il y a disons des capacités mathématiques ou voilà, calculatoires, des choses comme ça peut compter, mais beaucoup moins que la motivation initiale et la curiosité. Et la deuxième qualité qui est importante, c'est la ténacité. C'est-à-dire que si on s'attaque à un problème, si on n'abandonne pas et qu'on ne le lâche pas, là, on a des chances d'y arriver. Donc vraiment, c'est les deux qualités principales.